belle matinée. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ce matin très chaleureusement à ce symposium qui s'inscrit dans l'ensemble des activités qui soulignent les célébrations du 50e anniversaire du Fonds de recherche du Québec Santé. Un tel événement ne peut, vous le comprendrez, débuter sans certains remerciements. Merci d'abord à nos commanditaires et plus particulièrement à notre commanditaire or, la compagnie Pfizer, pour leur participation au succès de cette journée. Merci aussi au Centre des sciences de Montréal et à sa directrice, Mme Payette, de nous accueillir dans ces murs aujourd'hui, un environnement tout à fait exceptionnel pour ce symposium. Merci aussi au comité organisateur qui, vous le verrez, vous a concocté un programme très palpitant. Et finalement, merci à vous, distingués invités, d'avoir répondu à notre appel ce matin. Le thème du symposium peut surprendre au départ, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Mais voici ce que nous proposons aujourd'hui comme spectre de réflexion et de partage. Rien de moins. Donc, on vous convie à une rencontre scientifique et probablement aussi très philosophique. Je salue les philosophes dans la salle, nos collègues philosophes. En effet, l'être humain qui est isolé dans l'infiniment grand s'est depuis toujours trouvé en position de quête, de connaissance et de découverte, et de plus enrichi d'une compréhension toujours beaucoup plus grande de ce qui l'entoure, l'être humain plonge également dans l'univers fascinant de l'infiniment petit. Donc, y avait-il, selon vous, meilleur endroit que le Centre des sciences de Montréal pour se pencher sur cette question? Ce matin, après un bref retour sur les grandes réalisations du Fonds de recherche du Québec Santé, ainsi que de l'INSERM, qui, cette année, comme vous le savez, célèbre également son 50e anniversaire, et nous célébrons notre amitié avec nos collègues français qui sont ici ce matin. Donc, 5 thématiques seront par la suite abordées sous diverses formes de panels par des représentants de la communauté scientifique et d'autres milieux. On parlera d'abord des technologies de la santé vues de l'espace, des approches prometteuses en santé publique et en santé mondiale, des enjeux reliés aux soins de santé personnalisés. On parlera aussi du nanomonde, de l'espace invisible. Et pour terminer, on fera ensemble une réflexion sur la carrière en sciences de la santé de demain. Donc, voilà notre programme de la journée. Je pense que c'est un programme extrêmement intéressant, riche, qui va certainement engendrer beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges. Il me reste donc à vous souhaiter une journée riche en découvertes et en échanges. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci bien, Rinaldo. Bon matin à tous. Certains d'entre vous avaient peut-être des plus petits yeux qu'hier, après la soirée gala qu'on a eue hier soir, là, qui était vraiment exceptionnelle. On a énormément apprécié votre présence, l'énergie qu'il y avait là dans la salle, les discussions pour dire oui, la médecine, mais la santé, ça inclut aussi les technologies, ça inclut aussi les sciences humaines, les sciences sociales et la culture. Donc, une soirée vraiment superbe. On vous en remercie beaucoup. Et le patron, qui a passé une bonne partie de la journée avec nous, le ministre Bolduc, était aussi très content. Il est retourné, je pense qu'il nous a quittés vers 10h30, 11h. Il est retourné à Québec et ce matin, comme un seul homme, il est à l'Assemblée nationale pour être prêt à répondre à des questions, certaines un peu plus difficiles que d'autres. Mais je pense qu'il a beaucoup apprécié sa soirée avec nous. Donc, rapidement aujourd'hui, seulement faire un petit tour d'horizon, situer le Québec.
en termes de recherche et d'innovation. Par la suite, vous donnez quelques grandes lignes sur des collaborations entre le Québec et la France. Et par la suite, les collègues, Reynaldo Battista et aussi Thierry de l'INSERM, iront beaucoup plus en détail. Donc, le Québec dans le monde, en termes de recherche, environ 1% des publications mondiales. C'est quand même pas mauvais pour une communauté de 8 millions d'habitants. En termes de certains indicateurs, produit intérieur brut consacrés à la recherche et au développement. Bien sûr, ce n'est pas seulement des investissements des gouvernements, c'est la combinaison d'investissements gouvernementaux et privés. Et on est ici environ. Et vous voyez, le Canada est maintenant en bas de 2% du PIB. Le Québec est environ 2,4%. On est le premier au Canada, mais on espère faire encore beaucoup mieux. L'objectif, 3%. Est-ce que quelque chose de magique à 3%? Pas vraiment. Mais par contre, si on regarde des pays qui sont à 3% et plus en matière d'investissement en recherche et développement, vous voyez, en termes d'économie et d'innovation, c'est assez costaud, assez solide. Si on prend Israël, France, Suède et Corée du Sud, très, très puissant comme pays très innovant. Donc, l'objectif de 3% pour une communauté, une société comme le Québec, je pense, est tout à fait valable. Les nombres de publications par 10 000 habitants, on est ici. Donc, encore une fois, pas mauvais du tout. Vous voyez la Suisse très, très performant avec plusieurs grandes écoles. L'Islande, peut-être un peu atypique, là. Je ne me baserai pas nécessairement sur les données de l'Islande. Peut-être c'est beaucoup d'e-code. Pour ceux qui sont plus en génomique et tout ça, ils ont des très grandes études là-bas. La Nouvelle-Écosse, peut-être qu'il y a un chercheur ou deux chercheurs là-bas qui sont très performants, qui font monter la moyenne, mais bon, c'est une petite communauté. Mais quand même, c'est un indicateur quand même intéressant. Les collaborations internationales, encore une fois, on est relativement petit en termes de nombre de chercheurs. Donc, pour augmenter l'impact de ce que l'on fait, les collaborations à l'international sont tout à fait essentielles. Bien sûr, la majorité des collaborations à l'international en termes de publication, c'est avec nos voisins du Sud. Mais la France suit de très, très près. Donc, le fait qu'on développe des partenariats depuis une cinquantaine d'années avec des collègues en France, pour nous, est très, très, très porteur. Sur le graphique, ici, sur l'analyse des données, on n'a pas, par exemple, les collaborations intra-Canada, à l'intérieur du Canada. Collaboration, publication conjointe, par exemple, entre des chercheurs du Québec et des chercheurs de l'Alberta, ou des chercheurs du Québec et des chercheurs de la Colombie-Britannique. Il y en a très peu. Il semble qu'on aime mieux collaborer outre-Atlantique qu'à l'intérieur du Canada. On comprend, peut-être qu'on est mieux à la Paris qu'à la Saskatoon, là, mais quand même, peut-être que de bonifier nos collaborations à l'intérieur du Canada aussi serait un objectif porteur. Les collaborations entre la France, en particulier avec l'INSERM, et le Fonds Santé. 50 ans, déjà, Reynaldo a mentionné, la création des deux organisations en 1964, le Fonds de recherche en santé du Québec, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Les budgets, le budget du Fonds santé, environ 100 millions de dollars par an. Le budget de l'INSERM, c'est beaucoup de sous là, pour nous, plus de 860 millions d'euros, mais c'est certain que les modèles sont différents. Mais quand même, on aimerait quand même augmenter notre proportion un petit peu ici au Québec. Partenariat, premier accord signé en 68. Beaucoup de programmes d'échange et de coopération entre chercheurs français et québécois. Beaucoup de programmes d'échange d'étudiants à différents niveaux. Lors des 25 premières années de l'accord, 55 chercheurs français venus au Québec, 48 Québécois en France. Plus récemment, 203 chercheurs français, 241 chercheurs québécois
en échange. Donc, c'est quand même assez costaud en termes d'échange entre le Québec et la France dans le domaine des sciences de la vie. Récipiendaire, au cours des années, comparé les Français et Québécois, c'est quand même assez équilibré entre la France et le Québec en termes de nombre de chercheurs qui voyagent entre les deux juridictions. Les domaines de recherche, domaines d'excellence, ça reflète quand même passablement les domaines d'excellence de la recherche en santé au Québec. Et on voit par exemple ici ce qui est neurosciences et santé mentale va toujours chercher une très grande proportion des budgets de coopération. Publications conjointes, certains pourcentages entre l'INSERM et le Québec, 6 points quelques pourcents. Donc, comme je disais, quand même passablement de publications de haut niveau entre des équipes du Québec et de la France. On s'en va vers quoi? C'est peut-être ce qui est le plus important. Vraiment, les collaborations à l'international pour nos chercheurs au Québec. Ce que l'on vise au fonds de recherche, c'est vraiment de mieux positionner nos équipes pour prendre un leadership à l'international. Et ça peut se faire via la politique scientifique française, l'agenda 2020, et bien sûr l'Europe, via Horizon 2020. Donc, c'est vraiment pour nous une façon de mieux positionner nos équipes pour prendre du leadership à l'international. Horizon 2020, très, très important programme que la majorité d'entre vous connaissez certainement. Beaucoup plus d'ouverture à la programmation actuelle pour des partenariats Europe, hors Europe, Canada comme un des pays admissibles, Québec, bien sûr. Donc, on veut voir comment travailler en particulier avec les collègues français pour s'assurer que des équipes du Québec sont incluses dans des grandes programmations de recherche qui vont éventuellement être financées par Horizon 2020. Les thématiques de recherche sont très semblables aux priorités qu'on a ici au Québec. Changement climatique, énergie verte, soins de santé personnalisés, génomique, vieillissement, etc. Donc, très, très semblable à ce qu'on a ici. Agenda 2020, même chose, en termes de thèmes prioritaires, partout à travers le monde, changement climatique, développement durable, prioritaire. Et le fait que Future Earth, grand organisme international, va avoir un site, un parti du secrétaire à Montréal, va très certainement nous aider beaucoup à obtenir des financements dans le futur pour la recherche dans ce domaine-là. Mais aussi, tout ce qui est vieillissement de société. Le Québec est une société âgée, la deuxième après le Japon. Mais les Français suivent d'assez proche aussi. Donc, de travailler pour avoir de meilleures façons de s'assurer d'un maintien à domicile, etc., très important pour nous ici au Québec. Donc, on peut bonifier nos collaborations au sujet-là. Dans les plans stratégiques des 3 fonds de recherche et du fonds de recherche santé, on est après finaliser notre stratégie à l'international, mais certains points, certains éléments qui sont ciblés. La mobilité des étudiants québécois. Nos étudiants québécois ont tendance à aller beaucoup vers les États-Unis, peut-être un peu moins vers l'Europe. Est-ce qu'on peut changer ça peut-être un petit peu? Aussi, recrutement d'étudiants étrangers, très important. Sinon, on ne sera pas capable. On n'aura pas assez d'étudiants ici au Québec pour être capable de faire face aux défis de notre société. On voudrait aussi que nos chercheurs deviennent des chefs de file. Oui, on veut qu'ils collaborent dans des grands projets internationaux. Mais on a besoin et plusieurs d'entre vous êtes dans la salle, là, des personnes qui vont prendre le leadership à l'international. Donc, devenir le capitaine de l'équipe, pas seulement être un membre de l'équipe. Mais ça doit être ciblé. On ne peut pas le faire dans tous les domaines, bien sûr, ça prend des domaines d'excellence, mais on vise ça et on vise ça dans le cadre de l'Horizon 2020 et d'autres possibilités de partenariats internationaux. Des thématiques, j'ai déjà parlé de changement démographique, changement climatique, créativité. Et ici, avec le Fonds Société Culture, on veut vraiment développer tout ça, créativité, esprit d'entrepreneuriat. On fait les choses un peu différemment des autres. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et peut-être essayer de dupliquer tout ça. Créer de plus en plus de cercles du soleil, par exemple, pour être vraiment vus à l'international comme des leaders mondiaux. Plusieurs ententes récentes avec l'Europe.
en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Exportation et notre ministère Enseignement supérieur, Recherche et Sciences. Plusieurs partenariats avec différentes régions du monde. L'INSERM, ici, on va discuter beaucoup plus de partenariats avec l'INSERM aujourd'hui, mais aussi en fin de journée, vous avez avec la Bavière. Donc, on a re-signé une entente cette semaine avec les collègues de Bavière. Et on fait partie de plusieurs réseaux internationaux. Mais dans le futur, on voudrait faire encore plus et encore mieux. On devrait aller vers quoi dans le futur? Et là, on a besoin de vos suggestions. On a besoin de votre aide. Beaucoup, l'habituel, si on veut, des échanges, des bourses pour des étudiants, des programmes de bourses postdoctorales, par exemple, avec l'INSERM. Et on devrait faire plus. Des vrais programmes de recherche. Plus tôt cette semaine, une journée neurosciences, on a discuté d'un partenariat entre l'ANR, l'Agence nationale de recherche en France, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds santé pour des projets de recherche conjoints entre Canada et France. Est-ce que c'est un modèle qu'on devrait développer davantage dans le futur? Autre opportunité, financer des projets à plus haut risque, avec des taux de succès qui sont très faibles. Par exemple, aux IRSC, un 15 %, au NIH, un 10 %. On a de moins en moins tendance à prendre des risques. Donc, on y va pour de la recherche qui, oui, ça va donner quelque chose, mais peut-être qu'on n'aura pas vraiment de coup de circuit. On va se rendre au premier but, puis on va rester sur le premier but. Une fois de temps à autre, on devrait avoir des coups de circuit, et là, ça prend de la recherche peut-être à plus haut risque. Est-ce qu'on est prêt à prendre ces risques-là? J'espère que oui. Et si on le fait en partenariat avec des collègues français, par exemple, on partage le risque. Les infrastructures, toujours un grand problème. Financement d'infrastructures uniques ici au Québec, qu'on pourrait rendre accessible à nos collègues français, et l'inverse. Financement d'infrastructures uniques en France, plus accessible aux collègues québécois. Et ça peut être des équipements, mais ça peut être aussi des cohortes populationnelles, par exemple. Et vos suggestions. Donc, c'est un peu un tour d'horizon où on en est entre les collaborations entre France-Québec, où on en est au niveau québécois dans notre réflexion pour augmenter notre visibilité à l'international et certaines niches d'excellence que l'on pourrait cibler au cours des prochaines années. Merci beaucoup et bonne discussion. Bonne journée aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous parler non seulement du demi-siècle qu'on complète ce matin, mais de vous parler aussi du prochain demi-siècle. Alors, ce qu'on peut certainement dire, c'est que les 50 premières années du Fonds santé nous donnent un bilan extrêmement positif. Peut-être pour revenir à la mission originale du Fonds santé, je pense que ça, c'est important de le mentionner ce matin, que cette mission-là est demeurée relativement stable à travers les années, mission de développer et soutenir la recherche en santé en vue d'améliorer la santé de la population, mais aussi d'améliorer la santé du système de santé et de services sociaux du Québec, et certainement de contribuer à l'émergence d'une société du savoir, non seulement au Québec, mais au Canada et sur la scène internationale. Donc, je pense que cette mission était à l'origine du Fonds santé en 1964 et demeure toujours aussi valide en 2014. Certainement, 50 ans d'évolution, le fonds qui a été créé en 1964 par le docteur Jacques Genet, qui était avec nous hier soir pour célébrer, qui a commencé comme le Conseil de recherche médicale du Québec. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment l'appellation du fonds a évolué à travers les années, reflétant justement une volonté d'élargir constamment les domaines de recherche et un élargissement vraiment dans un sens très holistique. Et ce qui fait que, par exemple, en 1974, déjà, on transformait le Conseil de recherche médicale en Conseil de la recherche
en santé du Québec. Et en 1974, justement, on voit la création du programme de chercheurs boursiers, un programme extrêmement important qui a permis au Québec, justement, de se doter d'une capacité scientifique très importante. Et Rémi et moi-même, on a été des boursiers du fonds de recherche, ainsi que plusieurs d'entre vous ce matin dans la salle. Le fonds continue son évolution. En 1981, devient le Fonds de recherche en santé du Québec. Et en 81, justement, on assiste au lancement du programme des centres et instituts de recherche en milieu hospitalier. Je pense que la vision à ce moment-là, qui demeure une vision qu'on partage toujours, était de développer des centres d'excellence de la recherche dans les milieux hospitaliers de façon à renforcer cette connexion entre la recherche et la pratique clinique. Maintenant, vous savez qu'on a 18 centres de recherche en milieu hospitalier, suivi en 93 par la création des premiers réseaux thématiques transuniversitaires. 18 réseaux au Québec, un spectre extrêmement large de thèmes, des réseaux qui permettent justement de mettre ensemble des chercheurs qui viennent d'horizons différents, d'institutions différentes. Et encore une fois, une décision extrêmement importante a été prise à ce moment-là. Depuis 1 an et demi, on est en train de revoir justement la structure des réseaux. On pense que les réseaux sont extrêmement importants et on travaille à améliorer, à bonifier cette formule de recherche au Québec. Et justement, récemment, avec nos collègues français, on discutait de la possibilité justement de donner une dimension internationale encore plus importante au réseau, puisqu'en France aussi, depuis quelques années, il y a cette volonté de développer des réseaux de recherche dans le domaine de la santé. Avec un élargissement du mandat du fonds en 2001 et finalement en 2011, cette décision de regrouper les 3 fonds subventionnaires, santé, nature, technologie, société, culture, sous un parapluie unique, les fonds de recherche du Québec, animés par le scientifique en chef avec 3 directeurs scientifiques. Alors certainement, une évolution extrêmement intéressante dans les 50 dernières années. De façon à comprendre de façon plus précise, justement, cette évolution des 50 dernières années, nos collègues des communications, avec Benoît Sivigny, le directeur, ont eu cette excellente idée de développer ce qu'on appelle le fil de la recherche. Alors, ce fil de la recherche, il est accessible sur l'Internet. Vous avez ici l'adresse à laquelle vous pouvez trouver ce fil de recherche. Mais ce fil de recherche vous propose justement de découvrir tous les faits marquants qui ont jalonné l'histoire du FRQS depuis 50 ans. Donc, des faits marquants, mais les indicateurs de santé aussi qui ont accompagné cette évolution-là, les grandes orientations gouvernementales qui ont mené à des changements au niveau du Fonds santé, les différents jalons de cette histoire, les figures marquantes aussi sont mentionnées dans ce fil de recherche, ainsi que les grandes découvertes scientifiques qu'on a faites ici au Québec. Donc, moi, je vous invite à aller consulter ce fil de recherche qui complète tout à fait notre perception de l'évolution très positive du Fonds santé depuis 50 ans. Peut-être pour résumer, un bilan très positif, comme l'a mentionné Rémi, un budget annuel d'approximativement de 100 millions par année, mais qui engendre 300 millions de subventions de la part des chercheurs, de nos instituts, de nos réseaux, des subventions qu'on va chercher au fédéral, mais aussi sur la scène internationale. Donc, certainement, ici, on voit cet effet levier qu'on recherche toujours quand on construit une organisation de recherche. Comme on a mentionné, 18 centres de recherche, 18 réseaux, 9 groupes de recherche, avec 400 chercheurs qui sont financés directement par le Fonds santé, 300 projets de recherche, 600 étudiants à la maîtrise, doctorat et postdoc qui sont financés directement par le Fonds de recherche santé. Mais
le tableau de la recherche au Québec est beaucoup plus complexe parce que quand on regarde l'ensemble des centres et instituts de recherche, des réseaux de recherche, on voit au Québec, nous avons à ce moment-ci à peu près 3000 chercheurs dans les différentes structures, 6000 étudiants, 3000 techniciens. Donc, on voit vraiment une capacité scientifique extrêmement importante dans toutes les organisations que nous avons créées. Une organisation, vous savez qu'en 2014, il est important aussi de faire la démonstration de l'impact économique des organisations qu'on met au monde. Et certainement, dans le monde de la recherche, quand on comptabilise tout ce qu'on crée comme richesse, on voit que, par exemple, ici au Québec, tout ce qu'on a comme organisation de recherche engendre 45 000 emplois directs et indirects en entreprise, dans le secteur des sciences de la santé et des technologies de la santé. Et depuis une cinquantaine d'années, il y a certainement 12 multinationales pharmaceutiques, par exemple, qui se sont installées au Québec. Donc, certainement un secteur extrêmement dynamique qui change constamment et qui est en évolution. Récemment, un article du Devoir, c'était le 9 septembre, le titre « Le savoir québécois sait y faire ». On parlait ici d'une étude de l'OCDE qui utilisait un indice assez simple qui comparait justement la quantité d'articles scientifiques produits dans un secteur donné au Québec par rapport à l'ensemble des articles produits dans le monde. Et on se rend compte que dans le domaine de la recherche biomédicale, le Québec est au 2e rang des pays du G7, on parle du G7 maintenant, alors qu'en médecine clinique, on est au 3e rang. Donc, encore une fois, comme le mentionnait Rémi tantôt, on voit que la productivité scientifique au Québec dans le domaine de la santé est certainement très importante et au rendez-vous. Donc, en conclusion de ce survol rapide des 50 dernières années, il est certain que les objectifs de départ sont pleinement rencontrés. Je pense que la vision de départ des pionniers était que le Québec se dote d'un organisme scientifique qui travaillerait de deux façons. La première était de renforcer la capacité scientifique par les programmes de formation, par le programme des chercheurs boursiers, et deuxièmement, de consolider des infrastructures de recherche. Et sur ces deux fronts, je dirais que la mission est largement accomplie. C'est une organisation qui a su se transformer à travers les années, se réinventer à travers le temps, et cette période de changement est loin d'être terminée. Mandat très précis de positionner les carrières et de développer des carrières de chercheurs, de stimuler justement la formation dans toutes les universités, et certainement que le FRQS est reconnu pour sa façon de faire l'évaluation scientifique et sa façon de faire aussi au niveau de la gestion des programmes en partenariat. Mais je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder vers l'avenir. Et récemment, avec les membres de la direction scientifique, de la direction de l'administration aussi, je vois que Pierre Prémont est ici ce matin avec nos collègues, et les membres du conseil d'administration, on a travaillé très fort depuis 1 an et demi à la planification stratégique 2014-2017. Et de cette planification stratégique, on dégage 4 orientations importantes pour l'avenir du fonds. La première, d'abord, qui est d'optimiser les milieux de recherche pour mieux répondre aux besoins actuels, certainement d'assurer la disponibilité d'une relève scientifique de très haut calibre, augmenter aussi le soutien à la formation en milieu de pratique, favoriser la mobilité des étudiants québécois et l'attraction des étudiants étrangers, d'où l'importance de nos collaborations avec nos collègues français, entre autres, de favoriser aussi le recrutement et la carrière au Québec de scientifiques de haut calibre et de favoriser aussi les carrières de recherche clinique.
Une deuxième orientation stratégique consiste à soutenir et à promouvoir l'excellence de la recherche. Encore une fois, les systèmes de recherche, les organisations de recherche ne sont pas des organisations statiques, elles sont en mouvement, elles sont extrêmement dynamiques. Donc, il s'agit de consolider le système de recherche existant, de revoir les programmes existants, de les bonifier, d'actualiser aussi les thématiques prioritaires, et tout ça dans un contexte où on est extrêmement sensible à l'importance d'assurer le développement de la culture, de l'éthique et de l'intégrité scientifique en recherche. Et j'en profite pour vous rappeler que le Fonds de recherche santé, les trois fonds, les fonds de recherche du Québec, vont lancer justement leur politique d'intégrité scientifique le 24 septembre prochain. Et je salue le travail de Mme Mylène Deschênes, qui est la directrice de l'éthique et des services juridiques au Fonds santé, ainsi que le travail, dans le cas du Fonds santé, du comité éthique, un comité du CA qui est animé par M. Louis Beaulieu, que je salue aussi ce matin. En somme, je pense que l'objectif qu'on poursuit toujours est de favoriser le rôle de chef de file, encore une fois, des chercheurs dans les grandes stratégies en santé sur la scène nationale et sur la scène internationale aussi. Troisième orientation stratégique du Fonds santé est certainement de renforcer l'interdisciplinarité, les partenariats, les collaborations, en favorisant des pôles d'excellence intersectoriels, en favorisant aussi le partage des infrastructures. Je pense que ce dont on se rend compte, c'est que certainement depuis 5 ans, on a développé des infrastructures extrêmement performantes, les centres, les réseaux, et maintenant, je pense que le rôle qu'on doit jouer dans les prochaines années est certainement de stimuler les rapprochements entre les centres et les réseaux. Et je vois de toute façon depuis 2 ans qu'il y a énormément de discussions dans le milieu scientifique. Les directeurs de centres, les directeurs de réseaux se rencontrent, on les rencontre. Il y a une vaste discussion en cours au niveau du milieu scientifique et c'est certainement la direction dans laquelle on souhaite aller. Et finalement, d'accroître aussi les partenariats, de continuer à jouer un rôle catalyseur dans l'établissement de collaboration. Mais cette volonté de partenariat, d'être un acteur important, se manifeste également et continue à se manifester sur la scène canadienne. Vous savez que plusieurs provinces canadiennes maintenant ont des organismes de financement de la recherche en santé, le Québec ayant été encore une fois un pionnier en 1964, et tous ces organismes se retrouvent au sein de l'Alliance nationale des organismes de financement de la recherche, et le Québec y joue un rôle de premier plan. Quatrième orientation stratégique, extrêmement importante, celle de promouvoir une culture scientifique au Québec. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard si on se retrouve ici ce matin. Je pense que le Centre des sciences a un rôle extrêmement important au niveau du rayonnement de la science, de sa diffusion en français à tous les niveaux, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, dans les services publics, auprès des parlementaires. Donc, on souhaite certainement dans les prochaines années être beaucoup plus présent auprès de nos parlementaires, donc d'avoir des sessions d'information, des symposiums. Et je pense que la diffusion de cette culture scientifique doit faire partie de plus en plus du rôle qu'on doit jouer au niveau de la société, de communiquer cette information de façon plus large auprès du public. Et encore une fois, tout ça dans un contexte où on sait très bien que le succès des organismes publics qui sont créés doit être constamment mesuré. Donc, la mesure d'impact fait partie de nos préoccupations de plus en plus au Fonds santé, dans tous les 3 fonds de toute façon. Et ceci va nous permettre justement, c'est un incitatif additionnel à la promotion de cette culture scientifique
au Québec. Donc, en somme, il est clair que quand on regarde vers l'avenir, on voit le Fonds santé comme devant devenir encore plus un fonds moderne et innovant. Le mot qui peut synthétiser notre objectif, c'est la créativité. La créativité qu'on partage aussi avec nos collègues des deux autres fonds subventionnaires, toujours guidés par des valeurs qui demeurent d'actualité, les valeurs d'excellence et de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme, de concertation, de synergie, d'audace et d'avant-gardisme. Mais tout ça dans un contexte où le FRQS se voit comme un fonds partenaire, un fonds certainement ouvert aux besoins de sa communauté, toujours intéressé à moderniser, à bonifier ses programmes, un fonds qui se voit comme une partie importante d'un écosystème de recherche. On parle de plus en plus d'écosystème de recherche. Nul n'est une île. Le fonds, certainement, se voit comme une partie importante d'un écosystème de recherche qui implique les institutions publiques, privées, certainement les décideurs et le public. 3 exemples récents de partenariats très prometteurs. CIVA Québec, un consortium de recherche sur l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, créé par le Fonds d'innovation Pfizer FRQS. On en a parlé justement il y a une semaine. Le Réseau 1 Québec, un réseau de connaissances en soins et services de première ligne qui a été créé il y a 1 an et demi, un partenariat très intéressant avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et encore une fois nos partenaires de Pfizer, et une unité de support dont l'annonce officielle n'a pas encore été ratifiée par les ministres de la Santé, et donc c'est un peu un scoop que je vous fais ce matin, mais je pense que tout le monde est un peu au courant de cette initiative importante qui est créée dans le cadre de la stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC. Encore une fois, un partenariat ici au Québec entre le Fonds de recherche santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la compagnie Merck Canada. Un fonds aux actions ciblées, certainement ciblé sur ces 4 volets qui demeurent importants: le soutien à la formation et aux carrières de chercheurs, le soutien aux infrastructures, les subventions de recherche en partenariat et les programmes de collaboration internationale. Un fonds ouvert sur le monde, comme l'a mentionné Rémi, certainement de plus en plus de collaboration internationale avec nos partenaires français, certainement l'INSERM, Avisan, le CNRS aussi, l'ANR, mais des ententes de collaboration aussi avec la Bavière, avec Israël, la Chine, la Flandre. Et encore une fois, je pense que ce ne sont pas les occasions qui manquent, ce sont les ressources qu'on doit aller chercher pour meubler par la suite ces partenariats. Mais certainement, le fonds est un fonds qui est ouvert. Ouvert aussi vers l'intersectoriel. Et certainement, c'est une expérience que nous vivons au quotidien avec nos collègues des 2 autres fonds, cette harmonisation des programmes avec les 2 autres fonds, qui est certainement un objectif à moyen terme, et la mise en valeur des aspects intersectoriels de projets, d'initiatives financées. En ce moment, certainement, nous travaillons avec le gouvernement directement sur des initiatives nouvelles telles que le Plan Nord, telles que la stratégie maritime, et ce sont des sujets que nous abordons avec une volonté certainement d'intersectorialité. Donc, en conclusion, je dirais que l'avenir est certainement intéressant et brillant pour le Fonds santé, pour les 3 fonds, dans un contexte budgétaire qu'on connaît certainement,
mais en même temps avec cette volonté qu'on a de regarder vers l'avenir. C'est certain que l'avenir du Québec passe par le développement d'une société du savoir, d'où l'importance de poursuivre des investissements dans ce domaine, mais nous savons que nous avons des appuis importants au gouvernement par rapport à cette stratégie. La recherche qui est, dans le fond, une question d'équilibre entre tradition et innovation, entre les différents types de recherche, équilibre entre rêve et réalité. Je pense qu'il faut continuer à rêver. Oui, il faut être pragmatique en recherche et je pense que nous tentons de l'être, mais je pense qu'il ne faut pas évacuer le rêve. Le rêve est la source d'innovation. C'est important de retrouver le plaisir de découvrir, celui de partager, celui de créer, mais aussi de partager ce goût de la création, ce goût de la découverte aux enfants. C'est extrêmement important. Faisant partie d'une culture scientifique, je pense que de communiquer cette passion pour la connaissance est une des choses les plus importantes qu'on peut laisser aux générations futures. Sans peur de l'inconnu, Rémi a mentionné tantôt le fait que dans un contexte budgétaire qui n'est pas simple, les gens deviennent extrêmement prudents, les comités de pairs sont extrêmement prudents et certainement nous envisageons aussi la possibilité d'avoir peut-être un programme qui serait beaucoup plus risqué pour favoriser justement la prise de risque qui est génératrice habituellement d'innovation. Donc, en somme, le Fonds Santé, depuis 50 ans, joue un rôle important de catalyseur entre les différents acteurs avec la communauté scientifique. C'est certainement notre objectif de poursuivre dans cette lancée-là, d'être un pont, encore une fois, entre les disciplines, entre les milieux et entre les personnes. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, au nom de l'ensemble des participants de la délégation INSERM, vous remercier et vous dire à quel point nous avons été marqués, touchés par la chaleur de votre accueil, la qualité des échanges, que ce soit lundi lors du colloque sur les neurosciences, des différentes rencontres qu'on a pu avoir hier, de la superbe soirée d'hier soir aussi. Et ça montre vraiment que l'amitié franco-québécoise, c'est quelque chose qui est fort et solide. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Rémi Quirion et Reynaldo Batista pour cette invitation et l'occasion qui m'est donnée de retracer l'histoire de l'INSERM, non pas pour se pencher sur le passé, mais simplement parce que connaître son histoire, ça permet aussi de mieux se connaître, et mieux se connaître, ça permet d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire ensemble. Alors je vais commencer par rendre hommage à celles et ceux qui ont fait l'INSERM au cours de ces 50 ans, commencer par leurs dirigeants. Alors j'ai dit celles et ceux, mais vous noterez, mais j'ai remarqué que c'est un point que l'on partage, dans les dirigeants de l'INSERM au cours de ces 50 ans, c'est très masculin, mais c'est pareil pour vous. Et l'INSERM, en fait, a été créé en 1964, mais à partir de la transformation d'un institut préexistant qui était l'Institut national d'hygiène. Alors, c'était pas simplement un changement de nom, c'était une vraie mutation, parce que l'Institut national d'hygiène, qui avait pour vocation de traiter des questions d'hygiène, de santé publique, la création de l'INSERM, c'était véritablement la volonté pour la France de se doter d'un organisme de recherche pleinement ancré dans la compétition internationale. Alors, au-delà des dirigeants, ceux qui ont fait l'INSERM, ce sont bien sûr les scientifiques, donc quelques figures ici, qu'ils soient chercheurs INSERM, comme Françoise Barré-Sinoussi, qui est directrice de recherche à l'INSERM, ou des cliniciens ayant dirigé des unités INSERM, comme Halim Loubi Benabid, qui on l'a appris la semaine dernière, est lauréat du prix Lasker 2014, qui a été longtemps directeur d'une unité INSERM à Grenoble. Donc l'INSERM, c'est une institution, un organisme qui est placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Santé. C'est aujourd'hui le seul organisme de recherche français qui est entièrement dédié à la recherche biomédicale et en santé, mais ça n'est pas le seul qui fasse de la recherche dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.
et nous couvrons l'ensemble du spectre, je vais y revenir, de la recherche biomédicale. Quelques chiffres rapidement. C'est un budget. Alors ceux qui ont été attentifs verront qu'il y a un petit écart entre le budget présenté par Rémi Quirion et celui-là. C'est simplement lié au fait que le ministère, il y a deux façons de voir le budget de l'INSERM. Il y a l'INSERM en tant qu'organisme de recherche et l'INSERM avec des missions supplémentaires qui nous ont été confiées en 2012 par le gouvernement, qui est d'une part l'intégration de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, qui était une agence extérieure qui est maintenant intégrée au sein de l'INSERM. Et le gouvernement a également confié à l'INSERM le pilotage d'action du plan cancer. Donc on est à la fois organisme de recherche, budget présenté par Rémi, plus agence de financement sur un certain nombre d'aspects spécifiques, sida, hépatite et cancer. Ces 291 unités de recherche, à peu près 8000 personnes qui sont salariées de l'INSERM, position permanente ou contractuelle, mais aussi un très grand nombre d'enseignants-chercheurs, d'hospitalo-universitaires accueillis dans nos laboratoires. Je reviendrai sur le positionnement européen qui est un enjeu très important pour nous. C'est une histoire en partenariat parce que nous n'avons pas de centre de recherche propre. L'ensemble de nos unités sont implantées dans les universités, dans les centres hospitalo-universitaires et sont des unités mixtes sous tutelle conjointe INSERM Université et parfois avec d'autres organismes, en premier lieu le CNRS. Vous savez que la France est très centralisatrice, donc ça se voit, 50% à peu près de nos unités, de nos activités sont localisées en région parisienne et quelques grands pôles. Néanmoins, on est présent dans une quarantaine d'universités avec les moyens 80% des moyens à peu près sur 12 pôles universitaires. Alors, Rémi, dans sa présentation, a été discret sur la place de la France pour le nombre de publications par 10 000 habitants. C'était pas le meilleur positionnement. Je voudrais juste souligner qu'on contribue à le faire progresser avec, au cours de ces dernières années, une augmentation globale du nombre de publications et surtout sur le plan qualitatif, au niveau des publications INSERM, une forte progression dans les journaux à fort facteur d'impact, qu'il s'agisse de la recherche médicale ou de la biologie fondamentale, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'INSERM est impliqué dans 63% des citations des publications françaises en recherche biomédicale. Et donc, on couvre, bien entendu, l'objectif premier, c'est la production de connaissances, mais on couvre l'ensemble du spectre, comme je l'avais souligné, allant de la recherche fondamentale, donc ce sont les... Voilà. Les 291 unités de recherche, mais aussi une structuration importante en termes d'infrastructure nationale pour la recherche préclinique avec un réseau national de biobanques, le seul laboratoire P4 aujourd'hui opérationnel en France qui est basé à Lyon, des infrastructures de recherche préclinique d'animalerie, et notamment des infrastructures d'animalerie primates importantes, les centres d'investigation clinique sur lesquels je vais revenir avec une structuration européenne qui est très importante, et puis les recherches de suivi populationnel et les cohortes en santé publique. Donc voilà ce qu'est l'INSERM aujourd'hui, et quelques pages d'histoire, non pas des pages d'histoire qui se sont tournées, refermées, mais quelques pages d'histoire qui ont structuré, qui continuent de structurer la recherche au niveau français dans notre domaine. Alors, premier point, 1977, la conférence d'Asie-le-Mar. 1978, la naissance de Louise Brown, premier bébé conçu par fécondation in vitro, peu après en France, Amandine. L'émergence de questions fondamentales sur les limites de la recherche, les limites des applications de la recherche, les questions éthiques qui sont liées au bouleversement que la biologie moléculaire, la génétique introduisait. Et l'INSERM, dès la fin des années 70, créé et avait été l'un des tout premiers, au moins en Europe, a créé un comité d'éthique pour se pencher sur les questions
des développements de la science, de ses applications, en particulier dans le domaine médical. Et ça a été à l'origine de la création, cette fois-ci au niveau national, par le président Mitterrand en 1983, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, qui avait été installé à l'INSERM, qui a été hébergé pendant plusieurs années à l'INSERM, qui aujourd'hui existe toujours, a été confirmé par plusieurs lois de bioéthique, et est présidé aujourd'hui par Jean-Claude Ameisen, qui est directeur de recherche à l'INSERM, qui était le précédent président du comité d'éthique de l'INSERM, président du comité d'éthique de l'INSERM, qui est aujourd'hui quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, un neurobiologiste, qui est Hervé Schneeweiss. Deuxième élément important, fin des années 80, et ce n'est pas totalement dissocié de la problématique précédente, la question de l'expertise scientifique, du lien entre expertise scientifique, production de connaissances et décision publique. Et Philippe Lazare, à l'époque, avait développé le concept d'expertise collective, qui existe toujours aujourd'hui, où les pouvoirs publics, ministères ou des agences publiques, nous demandent régulièrement, il y a 4 à 5 commandes par an, des avis sur, vous voyez quelques exemples, santé des adolescents, santé des enfants et des adolescents, transplantation d'organes, téléphone et sécurité routière, etc. Et donc, on y répond par la mise en place avec un processus tout à fait codifié, organisé, réunissant les différents experts et synthétisant l'ensemble. Là aussi, ça a été une nouveauté due à Philippe Lazare et qui continue d'exister et d'occuper une place importante pour la décision publique. Les associations de patients. Il est évident qu'à la création de l'INSERM, le patient était à côté de la recherche, parfois objet de recherche. 2004, création par le groupe, du groupe de réflexion avec les associations de malades, qui existe aussi toujours aujourd'hui, qui est très actif, qui se réunit régulièrement, qui constitue un réseau de plus de 350 associations en relation avec l'INSERM, des collèges de relecteurs, des protocoles d'essais cliniques où les patients sont impliqués et émettent un avis sur les protocoles cliniques, et une implication forte dans la formation, puisqu'on a plus de 300 personnes formées chaque année, représentant des associations de patients, formés à des questions comme le consentement éclairé, les tests génétiques, l'organisation de la recherche clinique, etc. Voilà, premier volet, je pense important, l'ancrage de l'INSERM dans la société, avec évidemment, je n'ai pas le temps de le développer, aussi beaucoup d'actions pour la diffusion de la culture scientifique, notamment vis-à-vis des jeunes. Et cette année, l'année du 50e anniversaire, a été l'occasion d'organiser un Science Tour, un tour de France de minibus allant à la rencontre des jeunes pour montrer ce qu'est la science et essayer de leur donner l'envie d'aller vers la science et la recherche. Deuxième volet qui a été extrêmement important, je vous l'ai dit, au cours des années 80, l'INSERM avait réussi sa mutation de devenir véritablement un organisme de recherche visible au niveau international, avec une exigence de production scientifique extrêmement élevée, et la nécessité de renforcer le lien entre cette recherche fondamentale de haut niveau et les applications cliniques, et une initiative prise en 1992, la création des centres d'investigation clinique, créés conjointement par l'INSERM et le ministère de la Santé, qui sont des structures localisées dans les CHU, et qui sont en fait des centres facilitant la recherche translationnelle, en aidant les laboratoires présents sur le site à développer les applications cliniques, l'élaboration des protocoles, la gestion de la recherche clinique, les analyses, etc. Les centres d'investigation clinique continuent d'exister. Il y en a 54 modules aujourd'hui en France et un réseau extrêmement important et structuré pour l'organisation de la recherche clinique. Autre problématique, celui du transfert industriel, du développement des biotechnologies. Il est clair que sur ce point, le Québec a été plus performant que la France. Il y a des initiatives en biotechnologie qui sont extrêmement impressionnantes depuis longtemps ici, et on a beaucoup à apprendre. En France, c'est vers la fin des années 90 que la problématique est devenue
véritablement prégnant, donc avec un certain retard. Et 1999, loi sur l'innovation. 2000, création d'INSERM Transfer, structure dédiée, une filiale de l'INSERM dédiée à la fois au partenariat industriel, à l'identification et au dépôt de brevets. Et 2005, étape nouvelle avec la création cette fois-ci d'une autre filiale, INSERM Transfer Initiative, qui est un fonds doté initialement de 5 millions d'euros, prenant des participations dans des startups. INSERM Transfer Initiative a eu 15 sociétés en portefeuille, ça a constitué près de 150 millions d'euros de levée de fonds, plusieurs entrées en bourse, dont certains beaux succès comme Inet Pharma, avec une nouvelle phase en 2012, une augmentation de capital avec l'investissement de la Banque publique d'investissement, mais aussi de partenaires industriels, avec un fonds de 40 millions d'euros qui, on l'espère, va permettre de booster le développement de start-up dans ce domaine. Autre élément où l'INSERM a joué un rôle important et novateur, ça a été la politique d'attractivité en faveur des jeunes chercheurs, avec la création en 2002 du programme Avenir, qui est devenu depuis ATIP Avenir par fusion avec un programme analogue au CEA, qui est destiné, avec une sélection assez drastique, permettre à des jeunes chercheurs de créer leurs équipes. Donc généralement, ce sont des jeunes chercheurs qui reviennent de postdoc, pas généralement, c'est à peu près le cas pour tous. Et ça leur donne des moyens, pendant 3 ans jusqu'à 5 ans, un package, une surface au sein du laboratoire, une autonomie. Et on voit que tous ceux qui sont lauréats, qui ont été lauréats à Type Avenir, sont recrutés et ont des positions permanentes, soit à l'INSERM, soit au CNRS, soit à l'université, et sont pour la plupart lauréats des European Research Council, qui sont peut-être un peu l'équivalent au niveau européen des chaires de recherche du Canada, extrêmement sélectifs. Deuxième problématique, la décroissance très nette au cours des années 90 du nombre de médecins se présentant pour devenir chercheurs, et la nécessité de renforcer des cursus mixtes MD-PhD avec la création en 2004 de l'école de l'INSERM, qui est un cursus MD-PhD qui sélectionne au niveau national des très bons étudiants en médecine et qui les accompagne pendant toute la durée. On en a aujourd'hui 200 qui sont entrés dans le cursus. Alors, compte tenu de la durée des 13 ans d'études de médecine, on n'est pas encore, le bilan n'est pas encore complètement établi, mais enfin, au moins sur le plan de la qualité des thèses qui sont effectuées, c'est extrêmement positif. Et puis, un certain nombre de dispositifs pour les postes d'accueil de pharmaciens, de médecins, qui sont accueillis dans les laboratoires pour une durée de 2 ans. Et puis, dernier élément important que je voudrais souligner. Alors nous, on parle pas de transsectoriel, mais on parle de sciences intégratives, où la nécessité, évidemment, face à l'évolution de la biologie, la révolution même de la biologie, la nécessité d'associer des cliniciens, des biologistes, des chimistes, des informaticiens, jusqu'aux sciences humaines et sociales. Et ça, évidemment, c'est pas l'INSERM seul qui peut le faire. Ça a été une des motivations de la création, à l'initiative de l'INSERM et d'André Sirotin en 2009, d'Avicen, l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, qui réunit l'ensemble des institutions impliquées dans les sciences de la vie et de la santé en France, l'INSERM, bien entendu, le CEA, les universités, les CHU, le CNRS, et depuis sont venus s'associer un certain nombre d'autres institutions. C'est pas une structure juridique, c'est une structure, une organisation très souple de coordination. L'objectif étant de partager l'état des lieux, une vision, et de coordonner totalement ces actions sur une base scientifique. Donc Étienne Hirsch, qui est le directeur de l'Institut thématique multi-organismes, qui sont des instituts sans mur neurosciences, était présent et a participé activement aux échanges qu'on a pu avoir ces derniers jours. Autre exemple d'action, puisqu'on l'évoquait juste avant la réunion, notre nécessité de se coordonner pour la recherche au Sud. On a en France le réseau des Instituts Pasteur, l'Agence nationale de recherche sur l'ISIA, qui a un certain nombre d'actions qui est implanté au Sud, l'Institut de recherche pour le développement, le groupe Avicen Sud, depuis,
coordonne l'action de ces différents membres, et on a mis en place il y a moins d'un an une plateforme au Cambodge qui réunit Institut Pasteur, IRD, INSERM, Agence nationale de recherche sur le sida, pour être présent et coordonner véritablement notre présence et notre partenariat avec les pays du Sud. Alors, évidemment, les enjeux européens et internationaux sont majeurs. L'Europe, en quelques mots, tout le monde sait que l'Europe, c'est pas quelque chose de simple. Il y a un manque de coordination avec des stratégies qui sont essentiellement nationales, des pays historiquement bien développés scientifiquement, d'autres qui souhaitent bénéficier de financements européens. Néanmoins, on considère que si on n'est pas en mesure de développer une politique scientifique au niveau européen, dans 20 ans, il y aura un poids lourd en termes de politique scientifique qui sera en Asie, il y aura l'Amérique du Nord, et puis quelques îlots d'excellence en Europe, mais sans grande capacité à avoir une vraie politique scientifique. Donc l'enjeu est celui-là. On est fortement impliqué. L'INSERM est au niveau de la recherche biomédicale le premier partenaire de la Commission européenne en termes de coordination de programmes. On utilise tous les instruments nombreux et complexes développés par l'Europe, mais je voudrais juste évoquer notre action. Alors, vous connaissez l'action sur la programmation conjointe dans le domaine des maladies neurodégénératives, et on a une forte implication dans la structuration des infrastructures de recherche. On coordonne ERINA, qui est la structure de coordination des laboratoires P4 au niveau européen, et fortement impliqué dans la coordination des biobanques et de la recherche clinique. Alors juste pour illustrer, la recherche clinique, si l'Europe est capable de s'organiser, c'est une population qui devient extrêmement attractive. La première phase a été en 2008, la création d'ECRIN, qui est European Clinical Research Infrastructure Network, qui réunit en réseau les différentes structures chargées de la recherche clinique dans 23 pays. Donc là, il s'agit d'harmonisation, de coordination. Néanmoins, ça a permis la production d'un certain nombre de résultats dans des délais beaucoup plus courts que ceux qu'on pouvait avoir auparavant, où chaque promoteur devait négocier et organiser selon des modalités totalement différentes selon les pays. Nouvelle étape qui a été franchie récemment en 2013. Cette fois-ci, la Commission a approuvé la création d'une entité légale qui est créée par 5 pays aujourd'hui. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, 3 doivent bientôt rejoindre, où là, c'est une étape supplémentaire, c'est pas simplement une harmonisation des pratiques, mais c'est véritablement aller vers un contrat unique et un promoteur unique. Voilà pour illustrer le type de démarche dans lesquelles on est engagé, et je pense que, bien entendu, l'INSERM peut être une bonne porte d'entrée pour renforcer les partenariats et l'implication du FRQS au niveau européen. Je terminerai un mot sur nos interactions internationales. Elles sont toujours basées sur un principe qui est simple, un principe de réciprocité, d'excellence scientifique et de copilotage, co-responsabilité, co-décision des actions. Ça a été évoqué, donc il y a des partenariats nombreux. Le Québec représente, là c'est le Canada qui apparaît, mais le Québec représente l'extrême majorité des partenariats que nous avons, qui sont en croissance, en développement, comme ça a été présenté. Je ne vais pas revenir dessus, je voudrais juste dire que vraiment pour nous, le FRQS est un partenaire historique, puisque on avait à peine 5 ans l'un et l'autre que les premiers accords ont été conclus entre l'INSERM et le FRQS, même s'il ne s'appelait pas FRQS à l'époque, pour des échanges de doctorants, de post-doctorants. En 2008, l'accord de partenariat qui a été évoqué par Rémi Quirion, INSERM, FRQS et IRSC sur les maladies d'Alzheimer et maladies apparentées, qui a permis de mobiliser l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en France, pour des financements. En 2012, on a revu notre accord, et aujourd'hui, je pense que on marque une nouvelle étape avec, notamment au niveau de l'INSERM, on entre dans un cycle nouveau
On a un nouveau président directeur général depuis le mois de juin, qui est Yves Lévy, André Sirota ayant été atteint par la limite d'âge. Il a exprimé 4 grands objectifs de sa prise de fonction. Le maintien d'une recherche fondamentale de très haut niveau, développer la recherche technologique et les interactions avec les industriels dans des domaines où on était relativement peu présent, comme le dispositif médical, contribuer à la définition de la politique nationale de santé et donc le développement de la recherche en santé publique, mais aussi sur des questions comme l'économie de la santé pour participer à l'aide à la décision publique et renforcer les liens avec les associations de malades, œuvrer à une meilleure diffusion de la culture scientifique. Tout ceci va faire l'objet de la plan stratégique, puisqu'on entre dans ce cycle pour la préparation d'un futur contrat avec l'État. Yves Lévy a insisté sur l'élaboration collective en interagissant, en impliquant fortement les instances scientifiques, conseils scientifiques, commissions scientifiques spécialisées de l'INSERM, j'ai pas eu le temps de le développer, mais qui font partie fortement de l'identité de l'établissement. Et donc je suis convaincu que au cœur de cet agenda stratégique, on aura le renforcement de nos collaborations internationales. C'est un bon moment pour véritablement construire ensemble. On a évoqué hier les pistes de couplage de réseaux ou d'infrastructures existantes pour conjointement être beaucoup plus forts et structurer notamment notre présence au niveau européen. Donc je suis convaincu que l'adjectif franco-québécois prendra de la visibilité, de la présence au niveau de la science internationale. En tout cas, c'est véritablement ce qu'on souhaite. Je vais terminer parce que je vois que le feu est passé au rouge. Quelques images de notre cérémonie des 50 ans le 3 avril dernier, où le président de la République avait annoncé qu'en dépit du contexte budgétaire, des réductions budgétaires extrêmement drastiques que connaissaient certains ministères, la recherche serait préservée. C'est extrêmement important, évidemment, et ça montre une évolution dans la perception de nos concitoyens et des politiques où la recherche pouvait être considérée comme un coût et maintenant vraiment considérée comme un investissement. La présence des 4 derniers présidents de l'INSERM, Philippe Lazare, Christian Boéchaut, Claude Grisselli et André Sirota, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale et de la Recherche qui avait été nommé la veille, mais qui n'est plus ministre aujourd'hui. Et enfin, on avait le grand plaisir d'accueillir Rémi Quirion, qui était, et c'est significatif, le seul responsable d'une institution de recherche étrangère à participer à notre cérémonie des 50 ans, et on en était particulièrement heureux. Je vous remercie pour votre attention.